Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Massila Abdeslam et aujourd'hui nous allons discuter d'eugénisme et de manipulation génétique sur l'homme. Donc l'eugénisme est un mot chargé d'histoire qui s'est vu octroyer au fil des années une connotation assez négative. Hitler était eugéniste, donc forcément l'eugénisme doit être quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Mais d'abord, c'est quoi l'eugénisme? Donc étymologiquement, l'eugénisme veut dire bonne naissance. Il a été utilisé pour la première fois par le cousin de Charles Darwin, Francis Galton, qui avait notamment cité Alain Deneau dans son feuilleton théorique L'économie de la nature comme un des premiers eugénistes. Galton craignait que le génie des grands hommes britanniques soit héréditaire et qu'il risquait de se perdre par la prolifération des classes ouvrières. A noter cependant que Galton, malgré ses propos eugénistes, est un monument de la science, avec à son compte de nombreuses découvertes dans des domaines divers et variés. Des principes eugénistes sont ainsi réapparus de nombreuses fois dans l'histoire, avec toujours pour but de limiter de façon autoritaire la reproduction des individus jugés inaptes. On peut citer notamment les handicapés, les malades mentaux ou encore les ethnies différentes. Cela se faisait principalement par la stérilisation forcée de ces derniers. On peut citer notamment les États-Unis qui ont stérilisé plus de 50 000 personnes entre 1907 et 1949. C'est cependant après la Deuxième Guerre mondiale et la propagande eugéniste du Troisième Reich que la pratique est discréditée aux yeux du monde, alors que la majorité des pays avaient des lois eugénistes, quelques années auparavant. On en arrive finalement à aujourd'hui. Oui, l'eugénisme fait son grand retour. Comment, me demanderez-vous? Par l'arrivée de nouveaux moyens de jouer avec le génome humain. Commençons par une anecdote. Fin 2018, le chercheur chinois He Jiankui annonce au monde entier avoir utilisé pour la première fois la méthode d'édition génétique CRISPR-Cas9 sur des embryons humains. Ceci créa une explosion dans la communauté scientifique. Les premiers humains génétiquement modifiés étaient nés. L'expérience a cependant été condamnée par la communauté scientifique internationale qui a jugé que la démarche de He Jiankui manquait cruellement de transparence et était beaucoup trop précipitée. La co-découvreuse de CRISPR-Cas9, Jennifer Doudna, a annoncé avoir été horrifiée par l'expérience de He Jiankui. I feel deeply disappointed that the technology was used in the way that he described, as well as a bit horrified, honestly. Vous vous demandez sûrement comment fonctionne la méthode d'édition génétique CRISPR-Cas9. Pour y arriver, il faut au préalable comprendre comment est stockée l'information génétique dans les cellules. En fait, l'information génétique est stockée dans de longues molécules qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique ou plus simplement l'ADN. En fait, ce sont dans les bases azotées, les barreaux de l'échelle, qui est stocké le génome humain. Elles sont au nombre de 4. L'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Pour CRISPR-Cas9, tout commence il y a une trentaine d'années avec la découverte de chercheurs japonais. Ils ont remarqué que dans le génome de certaines bactéries, il y avait des séquences qui faisaient des sortes de palindromes. On a nommé ces séquences des séquences CRISPR pour Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat ou en français, répétition palindromique courte régulièrement intercalée. Cependant, entre ces séquences CRISPR, il y avait des séquences d'ADN de virus. Bizarre, non? En fait, les bactéries gardent un bout d'ADN de virus pour s'en protéger, un peu comme nous le faisons avec un vaccin. C'est une sorte d'auto-vaccination. Ces ADN de virus sont semblables à des avis de recherche pour la bactérie. Pour compléter cette analogie, il nous faudrait un chasseur de primes pour s'occuper des virus. En fait, le chasseur de primes est une enzyme, donc une protéine du nom de Cas. Ainsi, notre chasseur de primes, la protéine Cas, à l'aide de son avis de recherche, l'ADN viral, va parcourir la cellule jusqu'à ce qu'elle tombe sur le virus qu'elle recherche. En fait, ce qu'elle fera à ce moment-là, c'est qu'elle découpera un segment de ce virus, le segment qui est présent dans son avis de recherche, et ainsi neutralisera le virus. Nous avons une méthode naturelle pour aller découper un certain segment d'ADN précis.
Vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec ça? En fait, l'idée de génie des deux chercheuses Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier a été d'utiliser cet outil que la nature nous donne pour modifier des gènes en particulier. En fait, elles ont découvert qu'on pouvait programmer l'enzyme Cas9, pas seulement avec de l'ADN de virus, mais avec n'importe quel segment d'ADN qu'on voulait. Ainsi, il suffit donc d'insérer une enzyme Cas9 programmée avec l'ADN qu'on veut découper dans une cellule pour qu'elle aille découper l'ADN de façon précise. Ainsi, il suffit de programmer l'enzyme Cas9 avec le bout d'ADN que l'on veut découper, l'insérer dans la cellule et cette dernière ira chercher l'ADN à découper, puis le découpera. Mais si vous remarquez bien, en ce moment, nous n'avons que l'option découper alors que nous avions parlé d'édition génétique, donc de remplacer. Alors comment en arriver à remplacer des gènes? En fait, c'est grâce à un autre mécanisme cellulaire, un mécanisme de réparation d'ADN appelé la recombinaison homologue que l'on peut y arriver. Ce mécanisme fait en sorte que la cellule, lorsqu'il y a un morceau d'ADN endommagé, va tout faire pour restaurer cet ADN endommagé avec ce qu'il y a de disponible dans la cellule. Donc, si en plus d'insérer Cas9, on injecte le nouveau gène, la cellule va donc remplacer le gène coupé par le nouveau. Et ainsi, nous avons un nouveau gène remplacé. Donc pour revenir à l'expérience du Dr. He Jiankyu, il a utilisé CRISPR-Cas9 sur l'embryon de deux jumelles, anonymisées en Lulu et Nana, pour modifier leurs gènes et les rendre ainsi immunisés au sida. Il avait pour but de désactiver le gène CCR5, un gène qui code pour un récepteur de la membrane qu'utilise le virus du sida pour entrer dans la cellule. Donc en désactivant le gène, le virus ne pourrait pas entrer dans la cellule. Vous voyez un peu la logique ? Cela s'est cependant soldé par un échec car le sida a pu entrer dans la cellule par d'autres moyens, faisant de cette expérience un échec. L'expérience du Dr. He Jiankyu n'aura été que la première. En effet, le nombre d'utilisations de CRISPR chez l'humain ne fera qu'augmenter au fil des années. Par exemple, CRISPR devient un outil majeur dans la recherche de traitements contre le cancer, par exemple en l'utilisant pour freiner la division des cellules cancéreuses. Aussi, une des principales cibles de CRISPR, c'est bien sûr le traitement de maladies génétiques. Ces dernières sont des maladies causées par une anomalie de certains gènes chez un individu. Et donc CRISPR est un outil de choix pour traiter ce genre de maladies qui sont actuellement incurables. Et oui, avec CRISPR, on pourrait traiter ce genre de maladie avant la naissance de l'individu. Il suffirait de modifier le génome de l'embryon, qui n'a encore que très peu de cellules, et les cellules nées de ces cellules primaires de l'embryon n'auront plus l'anomalie en question. Ainsi, la maladie sera traitée. Il faut cependant comprendre que l'outil CRISPR a des limites techniques au niveau de la modification génétique. En effet, la majorité des caractères génétiques sont codés par des centaines, voire des milliers de gènes. La taille d'un individu, par exemple, est codée par plus de 400 gènes, l'outil CRISPR ne permettant que de modifier au plus quelques gènes. En plus, les gènes ne sont qu'une partie de ce qui nous définit. En effet, l'impact de l'environnement dans lequel on grandit est aussi très important dans l'expression de nos gènes. La question à se poser, c'est bien sûr, jusqu'où avons-nous le droit moralement de modifier le génome humain? Une étude montre que 80% des Français seraient pour la modification génétique à des fins de traitement de maladies comme la mucoviscidose avant la naissance du fœtus. En effet, on peut voir ça comme un traitement d'une maladie au même titre que de prendre des antibiotiques pour lutter contre une bactérie, sauf qu'ici le traitement se fait avant la naissance de l'individu. Mais une question similaire peut déjà se poser à certains parents aujourd'hui, dans le cas de la trisomie 21 par exemple. En effet, le nombre de cas de trisomie 21 diminue fortement dans le monde. Pourquoi? En fait, maintenant, quand le dépistage révèle une anomalie génétique comme la trisomie 21, beaucoup de parents décident de choisir l'avortement. Aux États-Unis, par exemple, le taux d'avortement en cas de trisomie 21 est estimé à 67%. Ce chiffre monte à 77% en France et atteint 98% au Danemark. Ainsi, on peut remarquer que les parents tentent à éviter de mauvaises naissances dans le sens que les perspectives d'avenir d'une personne trisomique sont vues comme négatives par les parents. Mauvaise naissance, cela ne vous fait pas penser à la définition d'un mot? Oui, c'est une forme d'eugénisme.
on veut de bonnes naissances. Donc étymologiquement, l'eugénisme veut dire bonne naissance. Sauf qu'ici, l'eugénisme se présente différemment de l'eugénisme de l'époque, dans le sens qu'il n'est pas autoritaire. Le choix est donné aux parents après les avoir informés. C'est ce qu'on appelle l'eugénisme libéral, un terme qui lui aussi est connoté assez négativement, malheureusement. Mais on peut facilement se demander jusqu'où peut aller le choix des parents. Un exemple assez connu pour illustrer cette question difficile est l'exemple des deux femmes sourdes. Un couple de deux femmes sourdes a choisi délibérément en 2002 un donneur sourd pour avoir un enfant sourd. Notre première intuition morale face à cette situation, c'est de se dire que c'est abject, que c'est immonde, que c'est immoral de faire ça. Ça reviendrait au même que d'abîmer volontairement l'appareil auditif de l'enfant, sauf qu'ici, c'est fait avant la naissance. Cela cause du tort à l'enfant. Mais en réalité, la situation est beaucoup plus complexe qu'au premier abord. Les deux femmes justifient leur décision en expliquant qu'elles comprendraient mieux le développement de leur enfant s'il était sourd. Et si dans un autre cas, c'était le donneur qui faisait un enfant de façon naturelle? Visiblement, on pourrait lui reprocher la même chose qu'aux deux femmes, sachant qu'il y a d'autres moyens pour lui d'avoir un enfant que de façon naturelle. Il serait autant responsable de la surdité de son enfant que les deux femmes. C'est moins facile à condamner cette décision, hein? Le nombre de situations semblables ne fera qu'augmenter dans les décennies à venir. Donc la question, c'est comment encadrer tout ça? Prenons l'exemple d'une maladie génétique présente en grande partie chez une population précise. L'eugénisme autoritaire consisterait à, par exemple, stériliser cette population ou les empêcher de se reproduire ensemble, alors qu'au contraire, l'eugénisme libéral informerait les parents des conséquences, offrirait des dépistages, des diagnostics prénatals avec le choix d'avorter ou non, etc., etc. Ainsi, la décision de ce qui est bon pour l'enfant viendrait des parents uniquement. Donc, il suffit d'informer les parents et leur donner les moyens d'agir pour voir naître des effets eugénistes. On peut donc facilement imaginer un futur où, au lieu d'informer les parents sur les risques d'une maladie génétique, on les informe sur l'impact de tel gène sur tel trait physique. Sachant que tous les parents veulent bien entendu le meilleur pour leurs enfants, il est difficile d'imaginer des parents se priver de rendre leur enfant plus grand, plus beau, plus fort, plus intelligent. Les empêcher de choisir reviendrait à restreindre leur liberté. Vous comprenez donc qu'il est très difficile de définir ce qui doit être permis ou non. L'enjeu sera vraiment de tracer la limite sur ce qui est acceptable, sur tout ce qui touche la procréation. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis sur toutes ces questions. Pour les plus réticents à la manipulation génétique, il y a d'autres alternatives à CRISPR. Par exemple, si on utilise la fécondation in vitro, une technique de procréation assistée qui consiste à pratiquer une fécondation, c'est-à-dire la rencontre entre des spermatozoïdes et l'ovule en laboratoire, avec la connaissance de plus en plus grande entre les gènes et ce qu'ils produisent sur un individu, ce qu'on appelle le phénotype, on pourrait prédire à quoi ressembleraient les différents embryons et ainsi choisir celui qu'on considérait comme étant le meilleur. Cette méthode s'appelle le PGD, diagnostic préimplantatoire. En fait, des cliniques privées utilisent déjà le PGD aux États-Unis pour prédire le sexe de l'enfant ou la couleur des yeux. Cette technique pourrait aussi être utilisée pour prédire les risques de complications médicales et donc ainsi régler le problème avant qu'il arrive. J'aimerais terminer cette présentation sur les risques que peut entraîner toutes ces mutations génétiques sur l'avenir de l'espèce humaine. Modifier génétiquement des humains n'a pas seulement un impact sur les humains qu'on modifie, mais sur toute leur descendance à qui on transmettra le gène. Cette décision ne nous implique pas seulement nous, mais elle engage des millions, des milliards d'êtres humains qui ne sont pas encore nés. Aujourd'hui, la tendance veut que la modification génétique ne porte que sur les maladies. Ce serait ça la limite? Pourtant, je pense que dans le futur, cette position va évoluer. Les intuitions morales d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Les parents cherchent le contrôle. Le hasard n'est pas assez vendeur.
Selon moi, avec la multiplication des moyens pour modifier l'humain, la barrière morale ne fera que s'amincir de jour en jour. Nous dirigeons-nous vers un futur où tous les humains se ressemblent? Sommes-nous vraiment prêts à influencer de façon si drastique l'évolution de l'espèce humaine? Je vous laisse réfléchir à toutes ces questions. Merci de m'avoir écouté.